Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Aujourd'hui, on va faire le point série du mois de janvier et février 2020. On va parler des séries que j'ai regardées donc pendant ces 2 mois. Et cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, il n'y aura pas de challenge série 2020. Donc je pense que cette vidéo va être largement plus courte que les précédentes. Tout d'abord, je vais vous parler de Sabrina. J'ai regardé les saisons 2 et 3. Je crois que c'est saison 2 et 3. À moins que ce soit la saison 1 partie 2 et la saison 2. Enfin voilà, je sais jamais comment est-ce qu'ils répartissent comme ça leur saison. J'ai jamais compris. En tout cas, moi je vais appeler ça la saison 2 et la saison 3, comme ça c'est clair. Donc Sabrina, c'est la série horrifique de Netflix qui est un reboot en fait de la... À la base en fait c'était un comics donc qui se passe dans le même univers que Riverdale. Donc c'est une espèce de spin-off de Riverdale. Là d'ailleurs dans la saison 2 ou 3, je sais plus, il y a des allusions à Riverdale, sans forcément voir les personnages, mais il y a des allusions. Mais c'est aussi du coup en fait un comics à la base, comme je vous disais, et également une espèce de reboot de la série des années 90 qui, elle, n'était pas du tout horrifique. Je sais pas si vous vous souvenez de Sabrina l'apprentie sorcière. Moi je l'ai connue, c'était il y a longtemps, mais voilà, cette série-là des années 90 c'était plus un peu sitcom de teenager, et là c'est vraiment un autre ton, une autre ambiance, 2 salles, 2 ambiances, et là c'est beaucoup plus horrifique, clairement, que la série des années 90. Donc on commence cette saison 2 juste après la fin de la saison 1, donc je vais pas forcément spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans cette saison 2, et encore plus dans cette saison 3. On sent qu'il y a un petit changement de paradigme à partir de la saison 3, puisque là, on importe des nouveaux donc, qui arrivent dans la ville et qui vont devenir en fait des antagonistes des proches de Sabrina. La saison 2 est beaucoup plus autour de la place de Sabrina dans l'église de la nuit, donc sa place en tant que half-breed, puisque donc elle est mi-sorcière, mi-humaine, enfin mi sans pouvoir, mi avec pouvoir. Et donc elle essaie de trouver sa place donc au sein de cette société qui est extrêmement sexiste et misogyne et patriarcale, surtout à cause en fait du grand prêtre qui gère vraiment ses ouailles de manière très patriarcale et misogyne, comme je viens de dire. Et elle se dresse contre cette espèce d'ordre établi, et des fois elle va s'en mordre un peu les doigts, mais elle va se battre vraiment contre donc le grand prêtre. Bref, en tout cas j'ai beaucoup plus accroché à ces saisons 2 et 3 qu'à la première, je dois bien avouer. On retrouve vraiment l'esthétique qui, moi, m'avait beaucoup séduit dans la saison 1, donc cet esprit un peu gothique. Je dois dire qu'il y a des fois où j'ai l'impression que le scénario ne se tient pas non plus des masses, il y a des facilités ici et là, mais personnellement, j'ai pas forcément été trop gênée, je dois dire. J'ai continué à regarder sans trop de soucis, puis le côté, justement, un peu, fight patriarchy m'a vraiment parlé. Donc j'ai vraiment, en tout cas, trouvé mon compte dans cette saison 2, cette saison 3. On va passer à la deuxième série dont je vais vous parler et que j'ai terminée. Il s'agit de Siren. J'ai fini la saison 2. Donc Siren ou Sirène, comme son nom l'indique, ça parle de sirène. Bon allez, next. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que donc ça parle de sirènes qui arrivent donc dans une petite ville balnéaire du nord des États-Unis, quelque chose comme ça. Nous suivons Rin dans cette série, donc Rin qui est une sirène qui est sortie des eaux et qui est venue à Bristol Cove, donc c'est une petite ville balnéaire du nord des États-Unis. C'est une sirène qui donc du coup va avoir développé des jambes sur terre et va se lier d'amitié avec notamment un couple de jeunes humains, donc c'est Ben et Mali, avec qui elle va donc nouer des liens forts d'amitié et un petit peu plus tard d'amour. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette saison 2 et notamment tout ce qui tourne autour des bancs de sirènes, avec beaucoup plus donc du coup de personnages comme de sirènes et de sirènes mâles qui viennent dans cette saison donc sur Terre, puisque en mer il y a une chose qui les pousse à sortir de l'eau. Je ne vais pas en dire plus, je préfère vous laisser un petit peu découvrir la série. Moi, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée pour son ton. Alors, ça reste une espèce de, de série qui peut, au niveau juste de l'ambiance, peut se rapprocher de Twilight, même si ça n'a rien à voir, et je dis rien à voir. Là, on a vraiment des sirènes qui sont des prédateurs en masse et qui sont des prédateurs rois. Et nous avons des sirènes qui sont pas du tout habitués à comment les humains habitent et comment les humains réagissent, comment les humains se comportent.
et il y a ce côté un petit peu décalage entre justement Rin et toute sa clique et les humains qui des fois fait beaucoup rigoler, faut dire, et justement qui peut être super intéressant pour voir un peu comment d'autres populations vivent en dehors des humains. Dans cette saison-là, je crois que j'en ai parlé sur Instagram, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé justement, c'est le rapprochement de Rin, Ben et Maddie, puisque au lieu d'en faire un triangle amoureux comme il y en a dans 12 000 histoires, en fait, ce n'est pas un triangle amoureux qui se développe, en fait, c'est carrément un couple, c'est-à-dire que Rin va intégrer le couple de Ben et Maddie, et ça va être un couple à 3 en fait. Et c'est une chose qu'on voit, je suis même pas sûre de l'avoir déjà vu une fois, que ce soit dans un film ou dans une série. Il y a peut-être des films et des séries qui en traitent, ça c'est pas le problème, mais en tout cas moi j'en ai pour l'instant jamais vu. Et c'est fait de manière tellement naturel et tellement subtil, et c'est pas ça va pas dans le voyeurisme. On sent les sentiments des personnages se développer les uns pour les autres, et on a vraiment un couple assez homogène et assez équilibré, je dois dire. Et ça a été pour moi vraiment une des meilleures surprises de cette série. Bref, si vous avez vraiment l'occasion de regarder cette série, je vous la conseille fortement. Et mon petit bonus, alors qui est vraiment tout à fait personnel, c'est j'étais extrêmement heureuse de revoir l'actrice qui joue Hélène et qui jouait dans L'âme des guerriers. Donc c'est une actrice néo-zélandaise d'origine maori. Et c'est un film, L'âme des guerriers, qui m'avait vraiment scotché, qui m'avait mis un coup de poing quand j'étais adolescente. Pour plein de raisons, et là j'étais vraiment super contente de la revoir du coup dans cette série. Elle joue en fait un personnage hyper important et qui a encore plus d'importance dans cette saison 2, donc encore une fois, allez la voir, elle vaut vraiment le coup. Autre série que j'ai terminée, je vais vous parler du Mandalorian. The Mandalorian, vous en avez sans doute entendu parler, c'est la série Star Wars donc qui est sortie sur Disney+, et je peux vous dire que je l'ai juste surkiffé. Alors, en ce qui concerne Star Wars, je dois dire que je suis bon public, donc je ne suis pas la plus critique en la matière, mais c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée dans son rythme, qui est beaucoup plus lent que ce qu'on a l'habitude de voir, et moi ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, j'ai adoré l'effet, vraiment l'inspiration western, que ce soit au niveau des thèmes, que ce soit au niveau de la façon dont cette série est traitée, la façon dont les personnages sont traités, la musique, mon Dieu, cette musique, mais il me la faut tellement. Et vraiment, on se retrouve dans un western pur et dur, mais dans l'univers Star Wars. Pour la faire courte, nous suivons donc Mando, qui est un chasseur de primes mandalorienne, qui se retrouve dans une de ses missions donc à chercher une cible assez rare, du moins il y a beaucoup de chasseurs de primes qui s'y sont cassés les dents, et en arrivant à bon port, en arrivant donc à cette target, à cette cible, il se rend compte qu'il s'agit d'un bébé Yoda. On va l'appeler bébé Yoda, même si Yoda, c'est un personnage, c'est pas une race. Je ne sais pas du tout comment s'appelle cette race-là. En tout cas, c'est un bébé de la même espèce que Yoda. Et du coup, au lieu de la livrer à son client, lui va faire le choix de sauver cet enfant et de s'enfuir avec pour le protéger de ce qui l'attendait. Voilà, j'en dis pas plus. Là, je vous ai résumé le premier épisode, et à partir de là, va se développer beaucoup de choses, et en même temps pas beaucoup. C'est, comme je vous disais, c'est un rythme qui est assez lent. En fait, quand on regarde a posteriori, on se dit il y a plein d'épisodes qui finalement étaient pas super nécessaires, mais moi j'avoue qu'ils ont fait plaisir à voir, et ça, voilà, on en apprend un petit peu plus sur l'univers Star Wars, et sur l'univers, sur le personnage de Mando, sur tout ce qui se passe autour. Il y a quelques épisodes qui moi m'ont fait vraiment extrêmement plaisir. Il y a un pilote avec un frère et une sœur Twi'lek, donc moi Twi'lek Forever. Et puis il y a aussi un épisode où il retourne sur Tatooine, et je me demande si c'est pas une des rares fois dans tout l'univers Star Wars où on retourne sur Tatooine, à Mos Eisley, etc. Donc vraiment j'étais comme à la maison. Et en plus, pour les fans de l'univers étendu, il y a des petites pépites, notamment dans le dernier épisode. Je n'en dis pas plus. Moi, j'ai hurlé sur mon canapé quand j'ai vu les dernières images de la série. Il faut rester jusqu'à la fin. Et voilà, moi j'ai sauté en l'air, je ne dis que ça. Donc voilà, comme je vous disais, je suis pas vraiment la fan la plus critique de l'univers Star Wars, mais en tout cas, The Mandalorian, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et j'espère que la saison 2 sera aussi bien, voire encore meilleure. Voilà, maintenant on va passer aux séries qui sont en cours. Elles sont au nombre de 3, et je vais commencer par un dessin animé. Je vais vous parler de
Aggretsuko. Alors Aggretsuko, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite série d'animation japonaise, c'est sur Netflix. Je pense que la majorité des séries que je regarde, c'est sur Netflix, hein, voilà, c'est comme ça. Et c'est une série en fait de Sanrio, donc c'est la même boîte qui développe Hello Kitty, etc. Donc il y a vraiment ce design. Je pourrais peut-être vous mettre à côté un petit peu voilà, la tronche d'Aggretsuko. Mais c'est un design qui est très kawaii, qui est très choupi, qui est très enfantin, etc. Mais je peux vous dire que le thème et le fond de cette série n'est absolument pas enfantin. Alors c'est pas une série avec du cul, du sang, machin, etc. Non, c'est une série en fait qui est très basée sur la vie quotidienne, sur la vie d'une entreprise et surtout d'une employée d'une entreprise qui essaie de se chercher. Cette série parle des aventures de Retsuko. Donc Retsuko, c'est ce petit panda rouge super mignon qui est en fait une jeune employée dans un service de comptabilité dans une grande entreprise de Tokyo, donc vraiment, comment dire, le métier le plus lambda possible. On sait absolument pas dans quoi est son entreprise, en tout cas elle travaille au secteur comptabilité. Et en fait cette série nous plonge vraiment dans l'univers de l'entreprise japonaise, avec cette jeune Retsuko qui est célibataire, qui a 25 ans, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie et qui reste là parce que voilà, elle a un job et que c'est ce qu'on attend d'elle. Elle subit la pression de ses boss, de ses autres employés, de ses superviseurs, et donc il y a aussi des autres employés au même niveau qu'elle, avec qui donc elle lie des liens d'amitié. Voilà, pour essayer comment dire, elle a cette soupape de sécurité. Pour elle, c'est le karaoké, donc où elle essaie d'aller tous les soirs. Et elle y va en scred, elle y va en douce, parce qu'en fait, son kiff à Retsuko, c'est de chanter du death metal. Donc, elle hurle des insanités, elle extériorise tous les problèmes qu'elle a eu dans la journée en hurlant du death metal. Donc, vous voyez le côté un petit peu complètement déstructuré entre ce côté kawaii et ce côté death metal qui est complètement assumé, avec en plus ce discours sur la société japonaise, sur la pression sur les femmes qui travaillent, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour essayer d'améliorer leur situation, se marier ou pas, enfin bref, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement basiques et terre à terre, mais qui, justement, avec ce traitement-là, donnent vraiment un cocktail détonnant. J'ai terminé la saison 1 hier avec mon copain qui était pas du tout hyper chaud au début, et maintenant c'est lui qui réclame carrément de regarder les épisodes d'Aggretsuko. Voilà, si ça vous intéresse, ça dure que 15 minutes les épisodes, c'est extrêmement rapide. Vous pouvez la regarder ou en japonais sous-titré ou en français. La version française est pas trop mal, même si personnellement je préférerais la version japonaise puisqu'on est vraiment plongé dans la société japonaise et du coup aussi dans au niveau sonore, vraiment dans le son et dans le parler japonais. Mais voilà, les deux se tiennent, les deux vous pouvez regarder chacun des deux. En tout cas, c'est un petit dessin animé que j'apprécie énormément et que je vous conseille grandement. On parle d'un deuxième dessin animé. Maintenant, je vais vous parler de la saison 2 de The Dragon Prince. Je suis encore en plein dedans dans cette série que vraiment j'aime de plus en plus. C'est à la base une série en 3D que vous pouvez trouver sur Netflix, c'est un contenu original Netflix. The Dragon Prince nous parle de la guerre entre Xedia et des royaumes humains qui sont au nombre de 5 sur une terre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, sur une terre qui est vraiment divisée en deux par un rift crevasse pleine de lave. Nous avons d'un côté les elfes et tous les personnages magiques, et nous avons de l'autre côté donc les royaumes humains. Et il fut un temps où tout le monde vivait en paix et en harmonie, mais voilà, les choses n'ont pas duré très longtemps. Donc les royaumes humains et les royaumes elfes et magiques se font la guerre. Donc nous avons au début de la saison 1, nous rencontrons le roi, donc Harod, qui a deux fils, enfin un fils légitime on va dire, et un fils adopté. Donc nous avons Callum je crois, et Ezran. Donc Callum c'est le grand frère donc adopté et Ezran donc c'est son fils naturel, donc le futur petit prince. Et nous assistons donc dans le premier épisode en fait à la tentative d'assassinat du roi de ce royaume-là par des elfes de la pleine lune, donc qui sont venus de l'autre côté du monde pour aller tuer Harod. Voilà, ça c'est vraiment le début de la série de la saison 1. Là pour l'instant j'en suis dans la saison 2, donc pareil, hein, je vais pas tout vous dévoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une série qui s'améliore avec le temps. Au niveau de l'animation, la première saison, en fait, laissait un petit peu à désirer parce qu'elle était un petit peu trop en step. Enfin, je sais pas, je parle pour les initiés. En gros, voilà, il y avait un type d'animation qui pouvait paraître un petit peu bizarre pour les spectateurs, avec
c'était pas hyper fluide, il y avait vraiment des moments où les personnages étaient un peu saccadés. Ils ont carrément même amélioré ça à partir de la saison 2, donc on a une animation beaucoup plus fluide. C'est en 3D mais avec vraiment un traité. Des fois j'oublie que c'est de la 3D, j'ai l'impression que c'est de la 2D. Donc voilà, ça fait pas 3D Pixar tout rond avec des lightings de ouf. Non, c'est vraiment avec un rendu 2D, donc ça passe vraiment nickel chrome. Moi j'adore. Et au niveau de l'histoire, c'est là où je pense que cette série est absolument géniale. Pour vous donner un ordre d'idée, pour moi je la mets vraiment au même niveau que Avatar et Korra au niveau du scénario et au niveau de la qualité du scénario. Bah, c'est au même niveau que Avatar, le dernier maître de l'air et Korra. Je parle des dessins animés, hein. On est d'accord, pas du film, voilà. Celui-là on oublie, il n'a jamais existé. Et c'est pas pour rien puisqu'il me semble que ça a été créé par des gens qui ont travaillé sur Avatar et ça se sent vraiment énormément parce que même si c'est dirigé, même si le public visé est sans doute les adolescents ou les young adultes, il y a un ton sérieux dans les thèmes qui sont abordés comme l'était en fait dans Avatar et dans Korra. Et on est vraiment dans cette directe lignée avec des personnages et avec des choses qu'on ne voit du coup pas vraiment dans les dessins animés, peut-être un petit peu de plus en plus ces derniers temps, comme je pense à Steven's Universe par exemple. Mais là nous avons par exemple, je dis ça en vrac, mais nous avons par exemple donc Harrod, donc le roi de Xenodia je crois, qui est un personnage noir, donc du coup on a un roi noir, ce qui est assez peu, ce qui arrive peu pour le souligner. Là en plus nous avons, là j'ai vu tout à l'heure, donc on avait l'une des reines des 5 royaumes là, si vous suivez, qui est une enfant et qui en fait nous est présentée comme étant la fille, ses parents sont 2 femmes, donc c'était 2 reines, c'était voilà, il y avait un couple de reines lesbiennes et je trouvais ça, et c'est montré de façon, on revient pas dessus, on vous dit pas ah voilà c'est 2 femmes qui s'aiment, c'est pas normal machin, c'est vraiment montré comme ça, bon voilà, elles sont là, deal with it, c'est pas important, ça continue. Il y a aussi un personnage qui est hyper badass et qui est génial à voir, c'est Amaya. C'est la chef de guerre donc de Xenodia, qui est une femme qui est sourde et muette je pense, et donc elle parle en langue des signes, et elle tabasse, franchement à chaque fois qu'elle est là à l'écran, elle envoie du bois à donf, et voilà, donc ça montre vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser des minorités de manière complètement assumée et complètement qui marche très très bien dans la narration, et on se pose pas la question de comment est-ce qu'elle fait ceci, comment est-ce qu'elle fait cela, et je pense que c'était déjà quelque chose qui était déjà très présent dans Avatar et dans Korra. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un œil à cette série, franchement elle le vaut le coup, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que je trouve qu'au niveau qualité ça monte de plus en plus. Et je termine cette vidéo en vous parlant de la dernière série que je suis en train de regarder. Cette fois-ci ce n'est pas un dessin animé, je vais vous parler de The Gifted. The Gifted, c'est une série dans l'univers des X-Men, et Dieu sait que j'adore les X-Men. C'est une série que j'avais commencé il y a longtemps, que j'avais mis en pause l'année dernière à cause de mon challenge série. J'ai préféré l'arrêter pour continuer à la voir correctement. Là, il se trouve que je m'étais arrêtée au début de la saison 2, en sachant qu'elle a été annulée, donc il n'y a que 2 saisons à suivre. Donc je ne sais pas comment elle se termine, je dois avouer. J'espère qu'elle trouve une conclusion correcte et pas qu'elle nous laisse sur un cliffhanger et puis merde, il n'y a plus rien après. Moi ce que j'ai fait c'est que du coup comme je vous disais, je m'étais arrêtée au début au premier tiers de la saison 2, du coup là j'ai carrément tout repris, la saison 1 et la saison 2 à la chaîne. Donc nous sommes dans l'univers des X-Men. Tout au début de la série on sait que les X-Men ont disparu, mais ils ont en fait donné comme charge à certains mutants de se battre pour protéger les leurs et donc essayer de leur fournir accès et soins donc aux mutants qui en ont besoin. Nous suivons au début de cette série une famille tout à fait normale qui donc le père, la mère et le fils, enfin la fille et le fils. Et il se trouve que la fille et le fils se découvrent des pouvoirs, donc ils sont adolescents, et ils se découvrent des pouvoirs au milieu du tome 1, et ce qui fait que la famille va fuir pour essayer d'éviter les services sentinelles qui ont pour but d'arrêter, d'appréhender les mutants quand ils se font connaître, et pour éviter qu'ils ne soient des dangers pour les autres humains. Évidemment, on est autour des thèmes qui sont très chers dans X-Men, qui moi me parlent beaucoup, je dois avouer. Donc tout ce qui est discrimination, tout ce qui est le vivre ensemble entre les humains et les non-humains, comment est-ce qu'on peut, comme je disais, vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut protéger, comment est-ce qu'on peut espérer un monde meilleur pour tout le monde, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'oppression, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ses propres pouvoirs, à se connaître soi-même, etc. Enfin voilà, c'est des thèmes qui, en fait, je me suis rendu compte a posteriori, sont extrêmement présents dans mon roman.
En fait, mon roman, j'ai un peu l'impression que c'est des X-Men avec des loups-garous. Bref, voilà, la parenthèse est terminée. J'adore ces thèmes-là, je trouve qu'ils sont extrêmement valables dans notre univers à nous, en ce moment, dans notre vie de tous les jours par rapport aux migrants, etc. Enfin, tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, les minorités, etc. Et je trouve qu'il y a toujours un discours qui n'est pas doctrinal, je dois dire. On a un panel de gens, que ce soit humains ou mutants, qui est vraiment hyper diversifié entre ceux qui veulent se battre, ceux qui veulent essayer de vivre ensemble, ceux qui ne reculent pas devant faire des dégâts, ceux qui justement ont des principes. Comment est-ce qu'ils vont essayer de garder ces principes tout en se battant pour leur cause, et comment il y en a qui vont vraiment marcher, piétiner ces principes, ou alors avoir d'autres principes. Je trouve que c'est hyper riche et c'est vraiment une série qui, pour l'instant, moi, tient toutes ses promesses. Voilà, elle est encore en cours, je viens tout juste de recommencer la saison 2, là pour l'instant, donc je vous en dirai plus dans le prochain point série, donc qui aura lieu au mois d'avril. Voilà, c'est ici que se termine ce point série, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'il aura été plus court, celui-là aussi, je pense que oui. Comme d'habitude, si vous avez vu ces séries, si vous voulez qu'on en discute, laissez-moi un petit commentaire, une petite bafouille là-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séries, d'excellentes sessions d'écriture, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!